Bon, il faut se lancer, n'est-ce pas Michel? Alors, nous avons déjà fait un bilan numéro 1 sur la reconstitution et la compréhension des variations climatiques passées. Il s'agit ici du bilan numéro 2 présenté d'une autre façon, mais qui rejoindra de toute façon le bilan numéro 1. Mais bon, on va essayer de schématiser de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Alors, nous allons chercher à reconstituer, et nous allons chercher à comprendre également les variations climatiques passées. Il y a des causes différentes causes de variations climatiques. Il peut y avoir l'effet de la tectonique des plaques sur au moins 4 choses. Première chose, effet de la tectonique des plaques sur la circulation océanique, sur le cycle du carbone et l'effet de serre, sur l'altération des silicates et sur la fossilisation de la matière organique. Autre cause de changement climatique, ce sont les effets des cycles de Milankovitch sur 2 choses au moins, la puissance solaire reçue et le contraste des saisons. Et troisième cause qui peut intervenir, ça c'est mon cobaye ça. Troisième cause qui peut intervenir sur les variations climatiques, eh bien, ce sont les effets des activités humaines sur 2 choses, le cycle du carbone et l'effet de serre. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors maintenant, toujours variations climatiques passées, toujours des causes différentes, effet de la tectonique des plaques, bon on en a parlé un petit peu. Alors maintenant essayons de voir, circulation océanique, cycle du carbone, effet de serre, altération des silicates, fossilisation de la matière organique. Ça c'est l'effet de la tectonique des plaques sur ces 4 points particuliers. Alors, on peut avoir en plus une amplification de ces différentes causes, donc de ces causes de base, amplification par l'albédo et amplification par la solubilité du CO2. Donc l'albédo, en gros, c'est le pourcentage d'énergie solaire qui est reçu sur une surface. Si par exemple une surface est blanche, les rayons solaires vont arriver sur cette surface blanche et vont être réfléchis à 100%, par exemple, sur une calotte polaire blanche, admettons. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de rayons solaires captés, donc de chaleur solaire captée par la Terre, il va faire froid, ce qui est logique. Et concernant la solubilité du CO2 qui peut agir sur les variations climatiques, donc froid-chaud, c'est la solubilité de CO2. Pourquoi? Parce que plus il fait froid, plus le CO2 se dissout dans l'eau des océans. Donc moins il y en aura dans l'atmosphère. Et comme le CO2 est un gaz à atmosphère, comme le CO2 est un gaz à effet de serre, moins il y en a dans l'atmosphère et moins il y a de chaleur et plus il fait froid. Alors, globalement, donc concernant ces variations climatiques passées, on peut raisonner à différentes échelles de temps et à des vitesses très différentes concernant la mise en place du froid ou la mise en place du chaud. Alors, si on remonte par exemple sur un graphique température en fonction du temps, on voit qu'il y a une courbe générale qui est très contrastée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si on prend les grandes lignes
si on remonte dans le passé, vers 300, 400 millions d'années, en se focalisant plutôt sur 300 millions d'années, qui correspond à une période que l'on appelle Carbonifère permien, eh bien, c'était une période où il faisait très très froid. Bon. Si on va un petit peu plus loin, au Crétacé, donc on va dire il y a 100 millions d'années, eh bien, il faisait très chaud. Donc, entre le Carbonifère permien où il fait froid et le Crétacé où il fait très chaud, on a une période intermédiaire où globalement on a eu, à la fin du Carbonifère permien, une hausse globale de température qui aura son maximum il y a à peu près 100 millions d'années. Donc, à peu près dans le premier tiers du Crétacé. Et puis ensuite, après ce Crétacé, et à partir de 65 millions d'années à peu près, il y a eu une baisse croissante de la température globale du globe terrestre, et c'était la période que l'on appelait le Cénozoïque. Alors, donc, il faut expliquer tous ces mécanismes qui font que, au Carbonifère permien, à 300 millions d'années, il s'est mis à faire très froid. Bon, sachant que le froid s'est installé un petit peu avant, quand même. Entre 450 et 300, le froid s'est installé. Et après, il faut essayer de comprendre pourquoi, au Crétacé, on a eu une augmentation de température. Enfin, la température avait un optimal élevé à 100 millions d'années à peu près. Et comprendre pourquoi, au Cénozoïque, il y a eu une baisse de température assez conséquente. Et on subit encore cette baisse de température globale, même si c'est paradoxal, parce que ça semble paradoxal, parce qu'on vit à une époque où on parle beaucoup d'effets de serre, de modification de du climat de la planète dû à l'homme, etc. Bon, c'est vrai, mais globalement, on est pourtant dans une période où on va arriver à une glaciation. Enfin, très certainement, sauf si l'effet de serre émis par l'homme est trop important et empêche la glaciation. Mais bon, on peut en douter quand même. Bon, mais de toute façon, à notre échelle, on ne s'en rend pas compte. Bon. Alors voilà, donc ces variations de température très importantes au Carbonifère permien, Crétacé et Cénozoïque, il faut l'expliquer. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, et vous allez mieux comprendre, il y a différentes causes. Les effets de la tectonique des plaques sur, on avait dit 4 points, circulation océanique, le cycle du carbone et l'effet de serre, l'altération des silicates, la fossilisation de la matière organique. Bon. Donc il va falloir essayer de trier là-dedans pour voir pourquoi est-ce que l'on a eu une baisse de température, une augmentation, puis à nouveau une baisse. Deuxième cause très différente, on avait dit que c'était le cycle de Milankovitch, donc qui est basé lui plutôt sur la Terre dans sa globalité, qui subit des variations légères de son axe et qui peut sur son axe avoir une rotation, et également la Terre a autour du Soleil une orbite qui n'est pas circulaire mais qui est plutôt elliptique. Une ellipse, c'est un cercle sur lequel on appuie un petit peu et ça ne fait pas un cercle, ça fait plutôt une ellipse. Donc la Terre tourne autour du Soleil selon une ellipse. Et ça va jouer, parce que des fois l'ellipse se rapproche du cercle, des fois elle s'éloigne beaucoup du cercle. Et selon la position du Soleil par rapport à cette révolution de la Terre autour du Soleil, sur son orbite elliptique, eh bien, des fois elle sera plus proche du Soleil, des fois elle sera plus loin. Donc sachant qu'il y a aussi une inclinaison de l'axe d'un côté ou de l'autre, qui peut être par exemple à 23 degrés d'inclinaison par rapport à la droite normale. Et ça va jouer également sur la quantité d'énergie solaire qui va être reçue à tel ou tel endroit de la planète. Bon. Alors, donc on a dit les cycles de Milankovitch vont agir sur la puissance solaire qui sera reçue et puis sur le contraste des saisons également.
Et puis dernière chose, ce sont les activités humaines, donc ils vont agir en tant que cause sur les variations climatiques, et l'homme va agir sur le cycle du carbone en faisant en sorte qu'il y a trop de CO2 qui sera libéré dans l'atmosphère, et donc il y aura un surplus d'effet de serre. Alors, bien se souvenir que l'effet de serre naturel n'est pas dû à l'homme. Et l'effet de serre naturel, il est à peu près de 33 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas d'atmosphère sur la Terre, on aurait une température moyenne de moins 15 degrés Celsius. Là, on a une atmosphère, une certaine distance également par rapport au Soleil, et on a une température moyenne globale de plus 15 degrés Celsius. Donc là, vous comprenez que sans atmosphère, on est à moins 15. Avec de l'atmosphère, on est à plus 15. Donc moins 15 pour aller à 0, ça fait 15. Et 0 pour aller à 15, ça fait 15. Et 15 plus 15 égale 30. Donc ça veut dire que la température d'effet de serre naturelle est à peu près de 30 degrés. Alors peut-être plus 33 que 30, mais imaginons 30. Bon. L'homme, lui, en émettant du CO2 dans l'atmosphère, va contribuer à augmenter un petit peu cette température d'effet de serre naturelle. Faire augmenter de 1 degré Celsius de plus. Donc si on est à 30 degrés d'effet de serre, du coup on serait à 31. Et ce degré supplémentaire suffit à provoquer et à modifier en tout cas la planète dans sa globalité, modifier la météorologie, etc. et faire en sorte que on est dans un réchauffement sur une petite échelle de temps à cause de cet effet de serre du CO2 qui est émis en excédent. Et l'effet de serre naturel est également dû à des gaz à effet de serre, comme par exemple le CO2. Donc, ce qui va jouer également sur le fait qu'on a une diminution de température. Alors, donc on a dit que ce sont des causes, hein, donc il y a différentes causes que je viens de vous citer, mais il nous faut des preuves. Parce que si on dit au Carbonifère permien, on était dans une glaciation très importante il y a 300 millions d'années, qu'est-ce qui nous le prouve, ça? Eh bien, ce qui nous le prouve, eh bien, ce sont des indices. Et on va utiliser un principe que l'on appelle le principe de l'actualisme, qui va nous permettre de dire que ce que l'on constate aujourd'hui comme une réalité que l'on voit, eh bien, si on voit ailleurs, ou si on voit ailleurs donc quelque chose qui correspond à ce que l'on voit actuellement, alors on dit que ce qui était autrefois la même chose que ce qui est aujourd'hui, ça veut dire que ce qui est aujourd'hui, c'était la même chose dans le passé. C'est le principe de l'actualisme, c'est tout bête en fait. Donc on se sert de ce que l'on constate aujourd'hui, donc avec des faits, pour dire dans le passé, si on trouve la même chose, tel ou tel indice qui ressemble à ce que l'on trouve aujourd'hui, eh bien ça veut dire que c'était comme ça à l'époque. Voilà. Si par exemple, on a une vallée glaciaire qui entraîne des roches pour former des moraines, eh bien on voit que les glaciers actuels aujourd'hui forment des moraines. Et quand le glacier se retire un petit peu, les moraines, c'est-à-dire les roches, en fait, restent en place. Les roches qui ont été transportées par le glacier. Et si, par exemple, à un autre endroit, on trouve des moraines, mais il n'y a pas de glacier du tout, eh bien, on utilise le principe de l'actualisme, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des glaciers, on voit des moraines, donc ce sont les glaciers qui forment les moraines. Et bien, lorsque l'on voit des moraines, mais que l'on ne voit pas de glacier, on déduit que s'il y a des moraines, c'est qu'il y avait un glacier. Voilà. Donc quand on dit température très basse au Carbonifère permien, c'est que l'on a utilisé des indices pour nous prouver que c'est une réalité.
que notre hypothèse est très plausible, en tout cas. Alors, donc on peut utiliser des indices en utilisant le principe de l'actualisme, donc indice qui peut être des roches, et indice qui peut être des indices par rapport à des fossiles. Mais ça peut être également l'utilisation de ce que l'on appelle des rapports isotopiques, avec par exemple delta O18, qui est l'oxygène 18, qui est un isotope de l'oxygène 16, donc les deux sont des isotopes, et enfin indirectement, bon, plutôt O18 qui est isotope. Donc ça veut dire qu'on utilise ces critères pour affirmer qu'il y avait telle température à telle ou telle période. Bon. Donc on les verra après, on les reverra après. Là pour l'instant je vous donne les grandes lignes. Alors ensuite, on nous dit, alors tout à l'heure je vous ai raisonné concernant le Cénozoïque, le Crétacé et le Carbonifère sur de grandes périodes qui vont jusqu'à, alors nous, on s'est arrêté au Carbonifère Permien, mais on aurait pu remonter le passé encore pour raisonner. Et on aurait vu qu'il y avait d'autres cycles de température chaude-froide. Bon. Au Cénozoïque, on a des indices, roches fossiles, rapports isotopiques, mais on sait également qu'il y a eu au Cénozoïque formation des chaînes alpines. Au Crétacé, on a des indices roches fossiles, rapports isotopiques, mais on sait également qu'il y a eu une forte accrétion océanique, c'est-à-dire l'accrétion océanique, c'est la formation au niveau de dorsale océanique de matériel, donc de roches en fait, qui vont d'abord très chaudes remonter, puis s'épancher de part et d'autre de l'axe de la dorsale, pour former des coulées de basalte fluides qui ensuite vont se durcir. Mais lorsqu'il y a donc un fonctionnement des dorsales océaniques, ça veut dire que ça libère beaucoup de CO2. Donc, forte activité au niveau des dorsales océaniques, beaucoup de CO2. On sait qu'au Crétacé, on a eu une température relativement élevée. Si on fait le rapport avec le CO2 qui a été libéré par le volcanisme des dorsales océaniques, donc beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, beaucoup de CO2 en surplus, et comme le CO2 est un gaz à effet de serre, augmentation de température, et là on comprend bien pourquoi, au Crétacé, il y a 100 millions d'années à peu près, eh bien la température était très chaude. Et tout à l'heure je vous ai dit au Cénozoïque, formation de la chaîne alpine. Pourquoi est-ce qu'à la fin du Crétacé, à l'entrée dans le Cénozoïque, pourquoi est-ce que la température a diminué? Eh bien, alors on a nos indices, roches fossiles et rapports isotopiques, mais on sait également qu'il y a formation de chaînes alpines. Alors c'est quoi la relation? Eh bien, on verra tout à l'heure, on en reparlera, mais on sait que lorsqu'il y a formation de chaînes de montagne, il y a en même temps une détérioration des roches. Donc une altération des roches, donc ils s'abîment, et puis ensuite ces petits morceaux qui sont abîmés sont transportés par l'eau, par exemple, ça peut être le vent, mais l'eau en général dans les montagnes, et puis donc c'est l'érosion en fait. Bon. Mais au passage, vous avez certains minéraux, par exemple les plagioclases, qui peuvent faire partie des roches volcaniques, enfin des roches volcaniques, ou des roches plutoniques type granit par exemple. Eh bien, ces minéraux, en fait, vont subir une dégradation sous l'action de l'eau, donc sous hydrolyse en fait, et sous l'action du CO2 en même temps. Ça veut dire que le CO2 est utilisé, entre guillemets, pour détruire des cristaux qui se trouvent dans la roche. Donc ça veut dire que à grande échelle, puisqu'on a une formation de chaîne alpine, eh bien à très grande échelle, ce CO2 va être utilisé. En fait, quand on dit
utilisé, il va intervenir dans une réaction chimique, faisant intervenir les plagioclases, le CO2 et l'eau, pour donner de l'argile type kaolinite, avec libération d'ions solubles, d'ions calcium solubles, Ca2+, et d'hydrogénocarbonate, donc hydrogénocarbonate, HCO3-, et de ce fait-là, puisque le CO2 est utilisé à très grande échelle, et ce CO2, il vient d'où? Bien, si on est dans les chaînes de montagne, ce CO2 vient de l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'à très grande échelle, le CO2 va entrer dans un nombre incalculable de réactions chimiques, et de ce fait-là, la quantité de CO2 va baisser dans l'atmosphère. Moins d'effet de serre, donc période de froid. Et c'est comme ça que l'on explique la baisse de température à partir du Cénozoïque. Donc voilà. Et alors donc on a des indices en même temps, roches fossiles, rapport isotopique qui nous le prouvent ça. Bon. Et puis au Carbonifère permien, comment est-ce que l'on peut expliquer la baisse de température? Eh bien tout comme on a eu au Cénozoïque la formation de chaînes alpines, au Carbonifère permien, il y a eu formation de la Pangée et de la chaîne hercynienne. Donc c'est un peu le même principe que ce qui s'est passé au Cénozoïque. Ça veut dire qu'à très grande échelle, au Carbonifère permien, eh bien, on a eu très certainement altération de roches, utilisation de CO2 dans les réactions chimiques, et donc diminution de CO2 dans l'atmosphère, et puis à ce moment-là, effet de serre moins important et une période de froid est arrivée. Donc là, voilà, donc on prend... Bon, alors après, il faut affiner un petit peu. Hein. Moi, je vous donne les grandes lignes. Donc, Carbonifère permien, Crétacé, Cénozoïque, on comprend pourquoi froid, Carbonifère permien et Cénozoïque, puis entre les deux, le Crétacé qui est très chaud. Et dû, vous vous souvenez, hein, l'activité des dorsales océaniques. Donc tout ça, eh bien, c'est confirmé par des indices, roches, fossiles, rapports isotopiques, et sachant qu'on a une amplification également de ces manifestations, en fait, par l'albédo, donc qui est l'albédo et la solubilité du CO2. Puisqu'en fait, on rentre à chaque fois dans des cercles vicieux. Si l'on raisonne Carbonifère permien et Cénozoïque où il faisait plus froid, et d'ailleurs on est au Cénozoïque, il continue à faire froid, et bien ça veut dire que l'albédo, qui est le pourcentage d'énergie solaire reçue sur une surface précise, eh bien l'albédo va augmenter si la Terre a tendance à refroidir. Donc avec de la neige qui va tomber, des calottes polaires qui vont se former. Donc ça veut dire qu'on a une amplification, en fait, comme comme un cercle vicieux, en fait, où plus il fait froid, et plus il fait froid. Et plus il fait froid, plus le CO2 est soluble. Donc ça enlève encore plus de CO2 dans l'atmosphère. Et donc ça augmente encore plus le froid. Voilà, on est dans un cercle vicieux. Et puis, ensuite, donc, on a au niveau du Cénozoïque, donc une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. Donc au Quaternaire, c'est ce qui se passe. Alors, le Cénozoïque, donc c'est le tertiaire, plus le Quaternaire. Alors le Quaternaire, on dit Quaternaire pour marquer la naissance de l'homme. Alors quand on dit la naissance de l'homme, c'est un grand mot, hein, c'est plutôt une évolution qui a fait que l'homme est ce qu'il est aujourd'hui. Bon, bref, on ne va pas en discuter ici. Alors, donc alternance de périodes glaciaires et interglaciaires au Quaternaire. Donc si on va jusqu'à entre 0 et 800 000 ans, moins 800 000 ans à peu près, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des montées, des descentes de température de 0 à 800 000 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des cycles de température. Donc on verra quel cycle tout à l'heure, mais globalement on a également des indices
qui nous prouvent que ce que l'on dit est vrai. Du moins, on l'espère. Donc il y a des indices, et toujours en utilisant le principe de l'actualisme, en relation avec les pollens, donc les végétaux, en relation avec les moraines, donc les moraines, c'est ce qui est formé quand on a un glacier, basé sur les rapports isotopiques également, donc par rapport à l'eau, oxygène 18 fixé dans l'eau, ou oxygène 18 fixé dans les carbonates de calcium par exemple, fabriqués par des petits organismes, les coccolithes par exemple, ou les foraminifères. Donc on va voir qu'il y a des cycles sur cette période de 800 000 ans. Bon, on ne va pas tout révéler trop vite, on va voir quel cycle il y a tout à l'heure. Mais il y a des cycles. Et ces cycles actuellement donc, vont vers, aujourd'hui, vers une augmentation de température assez importante. Mais on aura, si on regarde ces cycles, très certainement une rediminution de la température. Et comme je vous ai dit que le Cénozoïque était une période où l'on va vers une glaciation, pour l'instant on a une augmentation locale de température sur un certain temps. On ne sait pas combien de temps, mais ça dépend de l'activité de l'homme. Mais ensuite, on va se retrouver vers une glaciation. Alors c'est bizarre. Bon, n'ayez pas peur parce que c'est pas tout de suite. Et puis, donc, on se dit, bon, maintenant il y a un réchauffement climatique. C'est dû à quoi? Eh bien, on a un réchauffement climatique global, c'est vrai. Et on a obtenu plus 1 degré en 50 ans. Alors que sur l'échelle de... Si on raisonne entre 0 et 800 000 ans, on avait à peu près plus 1 degré Celsius sur des cycles de 3000 ans à peu près. Et là, on a plus 1 degré Celsius sur 50 ans. C'est dû à qui? C'est dû à l'homme. Donc, dû à l'homme, vous savez bien, à partir de 1850, révolution industrielle. Mais ensuite, à partir des années 1900, il y a eu beaucoup également d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, toujours est-il que la température moyenne augmente beaucoup actuellement. Et on s'approche de même plus de 1 degré Celsius. Donc ça, on le sait parce qu'on peut faire des mesures indirectes ou des mesures directes. Donc mesure de température, actuellement, on mesure les températures, mais également pour les taux des gaz à effet de serre dans l'atmosphère que l'on peut mesurer également. Alors on parle souvent du CO2, mais il n'y a pas que le CO2, il y a le méthane aussi. Les vaches, quand elles ruminent, elles contribuent à l'augmentation de l'effet de serre. Donc si vous imaginez toutes les vaches qui sont en France et dans le monde, qui libèrent du méthane, parce que les élevages sont source également de libération de méthane. C'est un gaz à effet de serre. Il n'y a pas que les combustions de matériaux fossiles, etc. Donc voilà, c'est globalement, maintenant on redétaille un petit peu plus. Alors, on va partir de la glaciation carbonifère Permien. Alors ce climat au carbonifère Permien, donc qui faisait partie du Paléozoïque, eh bien, climat était marqué par une glaciation de grande ampleur. Donc, ce sont des indices qui nous ont confirmé cette glaciation, indices en relation avec des fossiles et avec des roches, des strates, etc., dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, autrement dit, des indices géologiques. Donc, ce sont bien des indices géologiques et fossiles qui nous ont prouvé qu'au carbonifère Permien, on avait une glaciation de grande ampleur. Donc, l'hypothèse que l'on fait, mais basée sur des faits empiriques, empirique, ça veut dire qu'on a une réalité de quelque chose, on observe quelque chose, on en déduit des choses. Et cette déduction correspond à des hypothèses. Et à partir des hypothèses, on fait des modèles. Bon, mais quand on dit il y a quelque chose d'empirique, on voit quelque chose de réel. Voilà.
Et à partir de ça, on construit des modèles. Alors, on suppose que cette glaciation au Carbonifère permien était due à l'altération chimique de roches de la chaîne hercynienne. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, on a eu formation de la chaîne hercynienne au Carbonifère permien. Je vous ai dit qu'à 300 millions d'années, il y avait une température qui était très basse. Et je vous ai dit que c'était dû, comme au Cénozoïque, très certainement à l'altération de roches à grande échelle. Donc, altération chimique de roches, donc je vais vous donner la formule, je vous ai parlé de la formule, bon, c'est plagioclase plus CO2 plus H2O donne de la kaolinite, c'est-à-dire de l'argile, avec libération de Ca2+, et HCO3-, qui, eux, vont pouvoir s'associer pour former du carbonate de calcium au niveau des foraminifères et des coccolithes, par exemple. Donc ça veut dire que des êtres vivants vont fabriquer, vont utiliser la capacité de ces deux ions, Ca2+, et HCO3-, à précipiter en se liant ensemble. Eh bien, ces êtres vivants, coccolithes et foraminifères, vont former leur petite maison calcaire, avec du CaCO3, du carbonate de calcium, pour vivre à l'intérieur. Mais quand ils vont mourir, évidemment, ce carbonate de calcium va tomber en profondeur dans les océans, et puis beaucoup de coccolithes, beaucoup de carbonate de calcium tombé va faire qu'on arrivera à former des roches sédimentaires. Bon, ça c'est un autre problème, mais quand on pense que le CaCO3 s'est formé à partir, la formation de CaCO3 en fait va libérer en même temps du CO2. Donc il y aura une libération et puis captation entre guillemets de CO2 pour dégrader les plagioclases et libération lorsqu'il y a formation de carbonate de calcium, mais le bilan est en faveur de l'absorption, donc du refroidissement, de l'absorption excessive de CO2. Bon, donc je vous ai dit que l'hypothèse plausible au Carbonifère permien concernant la glaciation est que on a eu une altération chimique des roches à grande échelle au niveau de cette chaîne hercynienne. Et également, on suppose, toujours grâce à ces indices en fait géologiques et fossiles, qu'il y a eu une très importante fossilisation de matière organique. Donc ça veut dire que cette fossilisation de matière organique a été responsable d'une chute de la teneur en CO2 dans l'atmosphère et donc d'une diminution de la température d'effet de serre, d'une diminution de l'effet de serre, donc d'une diminution de la température. Pourquoi? Parce que si l'on prend de la matière organique, par exemple, vous prenez un arbre, c'est de la matière organique. L'arbre, au départ, c'était une graine, puis il y a eu la photosynthèse. La photosynthèse a fabriqué l'arbre, c'est-à-dire de la matière organique. Grâce à la photosynthèse, donc, on a formation de matière organique. Et si on brûle, par exemple, l'arbre, il y a libération de ce carbone organique, de ces molécules organiques, sous forme de CO2, qui irait dans l'atmosphère pour accentuer le nombre de CO2, donc accentuer l'effet de serre, donc accentuer la température. Mais comme ces arbres, ces fougères, etc., sont enfouis dans le sol et ne subissent pas de dégradation, par exemple, pour libérer le CO2, eh bien ça veut dire que c'est autant de CO2 en moins qui se trouve en profondeur. Donc cette fossilisation de matière organique et cette altération chimique des roches de la chaîne hercynienne font que finalement il y a moins de CO2 dans l'atmosphère au Carbonifère permien et donc moins de CO2, moins de gaz à effet de serre et moins de température. On est dans la glaciation. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Alors il est possible qu'il y ait d'autres hypothèses qui surviennent à l'avenir. Bon. Maintenant, au Crétacé, on a dit qu'il a fait chaud. Puis on avait dit que c'est parce que c'est l'activité au niveau des dorsales océaniques, activité de grande ampleur, qui a libéré d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Effet de serre augmente, température augmente. On comprend pourquoi au Crétacé il fait chaud. Donc de nombreux indices
fossiles et géologiques ont attesté que le Crétacé au Mésozoïque était une période très chaude de cette histoire de notre Terre. Donc c'est simplement la forte activité des dorsales océaniques qui serait à l'origine de la concentration élevée en CO2 de l'atmosphère et donc d'un fort effet de serre et donc d'un réchauffement global au Crétacé. Et puis ensuite est arrivé le Cénozoïque qui a été plutôt une période froide. Donc on bascule du Carbonifère permien qui est froid au Crétacé qui est chaud, puis au Cénozoïque qui est froid. Alors j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Altération chimique également qui permet de comprendre que le CO2 va être en moins grande quantité dans l'atmosphère et donc diminuer la température d'effet de serre et donc le froid. Alors, Cénozoïque, on dit une période froide. Alors ça veut dire que il faisait froid. Pourquoi? On vient d'en parler. On peut affiner un petit peu. Donc durant 30 millions d'années, jusqu'au début du réchauffement que nous vivons actuellement, eh bien, il y a des indices qui ont montré qu'il y a une tendance générale à la baisse de température du globe et en même temps de la concentration en CO2 de l'atmosphère. Alors vous voyez que on se dit on a une tendance globale à ce qu'il y ait moins de CO2 parce que réaction chimique d'altération des roches. Et puis l'homme libère trop de CO2. Mais ce qui est bizarre, c'est que si on empêche l'homme de libérer ce CO2 en excès, on va accentuer ou faire en sorte que le phénomène naturel se fasse plus vite dans le sens de la baisse de température et donc glaciation vont arriver plus vite. Alors maintenant le problème c'est que l'effet de serre excessif en ce moment dû à ce degré Celsius de plus fait qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles et donc de nombreux morts. C'est ça le problème. Alors donc on ne peut pas se satisfaire du fait que l'homme libère trop, enfin soit en quelque sorte responsable de l'augmentation de température et qui pourrait contrer éventuellement la glaciation qui arrive. On ne peut pas s'en contenter parce que ça fait des dégâts, ça fait des morts. Or, la vie est précieuse. Donc on ne peut pas dire c'est tant mieux si l'homme réchauffe plus parce qu'on est dans un climat qui va devenir froid. Bon, dans les générations à venir, dans très longtemps, si l'homme existe encore, peut-être qu'ils subiront les glaciations et puis ça fera comme autrefois. Donc vous avez des hommes préhistoriques qui vont glisser vers le sud. Alors si tout le monde va vers le sud, bon là je dépasse un petit peu, mais on peut y réfléchir quand même. Donc Cénozoïque, surtout depuis... Alors Cénozoïque a depuis 65 millions d'années. Vous vous souvenez, la comète, pas la comète, mais la météorite qui est tombée sur Terre, qui a été une des causes de la disparition des dinosaures. Mais attention, parce qu'il y a eu en Inde ce que l'on appelle les trappes, avec un volcanisme très très important en parallèle aussi. Il n'y a pas que la comète qui a fait disparaître, il y a 65 millions d'années, les dinosaures. Bon, c'est une parenthèse, mais il faut le savoir aussi. Donc 65 millions d'années, moins 65 millions d'années le Cénozoïque, mais depuis surtout 30 millions d'années, en fait, et jusqu'à maintenant, eh bien, il y a eu de nombreux indices qui ont eu tendance à nous montrer une baisse générale de température à l'échelle du globe et montrer que cette concentration de CO2 aurait tendance à diminuer, même si paradoxalement elle augmente due à l'homme. Et ces baisses de température sont globalement attribuées, comme je vous l'ai dit, à l'altération chimique des roches, et on avait pris l'exemple des plagioclases. Donc altération des roches de ces grandes chaînes de montagnes récentes, comme par exemple l'Himalaya, mais c'est dû également au déplacement des plaques lithosphériques qui font que cela va modifier la circulation océanique. Or, vous savez que dans les océans, il y a des courants chauds et des courants froids. Et si ces courants modifient leur parcours, ça peut jouer sur la modification
des climats et jouer au Cénozoïque sur le fait que ça accentue la période froide, en fait. Parce que si des continents jusque-là recevaient de l'eau, un courant chaud, si ce courant chaud change sa trajectoire et se transforme et crée à la place ou laisse passer à la place des courants froids, ça veut dire que les continents qui sont chauds vont devenir froids et vont accentuer la baisse de température en parallèle avec l'altération des roches. Donc altération chimique des roches, on a une tectonique des plaques qui en même temps modifie la circulation océanique. Donc là on joue sur 2 points, altération des roches, modification de la circulation océanique au Cénozoïque. Alors, donc il y a au pôle sud formation d'une calotte au pôle sud. Bon, voilà. Alors, maintenant si on bascule vers le quaternaire, donc on était au Cénozoïque, donc quaternaire, alors tertiaire quaternaire, mais là si on reste uniquement au niveau du quaternaire, on a des variations cycliques du climat durant ce quaternaire. Et ça coïncide étrangement, mais logiquement, avec des variations de certains paramètres. Eh bien, ce sont les variations de paramètres orbitaux de la Terre, donc on parle des cycles de Milankovitch, qui modifient la puissance solaire qui va être reçue aux latitudes les plus hautes, donc vers le pôle Nord et pôle Sud. Et on a, de ce fait-là, des boucles de rétroaction positives et négatives qui vont être à l'origine des entrées et des sorties de glaciation. Globalement, on va en reparler après. Maintenant, le quaternaire, au niveau du quaternaire, il y a des cycles glaciaires et interglaciaires. Donc ça veut dire alternance de périodes froides et de périodes chaudes, qu'il va falloir expliquer. Et c'est durant les 800 000 dernières années que le climat de notre globe a connu des périodes très froides, donc qui alternaient avec des périodes plus chaudes. Donc les périodes froides, on appelle des périodes glaciaires, et les périodes chaudes, on dit des périodes interglaciaires. Autrement dit, on avait glaciaire, interglaciaire, glaciaire, interglaciaire. Et ça tout au long des 800 000 ans. La dernière période glaciaire va de moins 120 000 ans à moins 11 000 ans à peu près, avec un maximum à 20 000 ans, à 20 000 ans, pardon, à moins 20 000 ans. Et c'est le dernier indice, enfin le dernier maximum glaciaire plutôt. Donc on a des variations climatiques locales que des indices géologiques et écologiques nous ont permis de mettre en évidence. Et on a notamment utilisé ce que l'on appelle un thermomètre isotopique. Alors c'est pas un thermomètre, c'est un isotope par exemple de l'oxygène, isotope 18, et on définit un delta O18, en fait, qui a permis de reconstituer l'évolution de la température globale. Et au niveau du climat récent, donc si on parle d'à peu près depuis 1850, donc la température a augmenté globalement de 1 degré Celsius. Donc on a eu un réchauffement climatique assez conséquent depuis cette révolution industrielle qui était liée à la perturbation du cycle biogéochimique du carbone. Et ceci était dû aux émissions qui étaient liées aux émissions de gaz, de CO2, qui étaient liées aux activités humaines, donc émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2 fait partie. Il n'y a pas que le CO2, mais le CO2 intervient pour une grande part. Donc ça veut dire que l'étude des climats passés est indispensable pour anticiper le changement climatique à venir. Donc là, on a vu qu'il y avait concernant ces variations climatiques passées, donc des causes différentes, que l'on pouvait mettre en évidence à des échelles de temps et des vitesses très différentes. Donc variation à l'échelle des temps géologiques, alternance de périodes glaciaires interglaciaires durant les derniers 800 000 ans, et puis réchauffement climatique global plus récemment. Les causes différentes étaient bien des effets de la tectonique des plaques, les effets des cycles de Milankovitch et des effets des activités humaines.
Donc on a bien vu, hein, dans l'ordre, en allant du passé vers le présent, la glaciation du Carbonifère permien, que l'on a bien compris, en résumé. Le Crétacé était une période chaude, on l'a bien compris, due au dorsal océanique. Le Cénozoïque était une période froide, mise en place de grandes chaînes de montagnes également, tectonique des plaques qui modifie la circulation océanique, qui fait en sorte que les courants chauds et froids vont interagir, mais il y aura plus de courants froids que de courants chauds, donc on va vers une glaciation. On a vu l'origine des variations climatiques du Quaternaire avec notamment les cycles de Milankovitch qui ont un rôle très important sur l'insolation de la Terre, donc la réception de l'énergie solaire. Et donc on a vu qu'au Quaternaire, il y a des cycles glaciaires interglaciaires, donc sur les derniers 800 000 ans, dont le dernier était de moins 120 000 à 11 000 ans, avec un dernier maximum glaciaire à 20 000 ans. Et on a vu que très récemment, eh bien, on avait un réchauffement climatique relativement important dû à l'émission excessive de gaz à effet de serre par l'homme. Donc, si on reprend un petit peu les choses, est-ce qu'on peut reconstituer et comprendre les variations climatiques passées? Alors, on sait qu'il y a des variations climatiques pendant le Quaternaire. On sait qu'il y a un climat récent. On sait que l'on peut reconstituer des variations climatiques de Quaternaire au niveau local et que on peut mettre en avant certaines au niveau des glaciers, en fait, donc des archives glaciaires qui nous donnent des informations sur le passé, et on peut parler d'origine des variations climatiques quaternaires en essayant d'expliquer le pourquoi des choses. Et puis donc on sait qu'il y a eu des variations climatiques à l'échelle des temps géologiques, notamment qui nous permettent de reconstituer des climats très anciens, notamment le refroidissement au Cénozoïque, avec le Crétacé qui était une période chaude, qui suivait le Cénozoïque, et ensuite, suite au Crétacé, le Carbonifère permien, qui lui a subi une glaciation. Donc environ depuis 150 ans, nous savons que au niveau du globe terrestre, la température a augmenté d'environ 1 degré Celsius. Alors ça paraît peu, mais par rapport à l'effet de serre naturel qui est de plus 33 ou plus 30 à peu près, 1 degré Celsius, c'est pas négligeable. Donc cette augmentation de température, elle a été liée, ou on considère qu'elle est liée à une modification du cycle biogéochimique du carbone qui est due aux activités humaines. Ça veut dire que l'homme a utilisé des matières fossiles pour produire de l'énergie, et ces émissions ont été en partie compensées par des puits de carbone, c'est-à-dire des mécanismes naturels qui peuvent absorber le carbone, mais donc qui captent le carbone, mais ces puits sont insuffisants pour compenser le taux de CO2 atmosphérique qui augmente de manière assez importante à cause des activités humaines. Et on peut dire à cause. Bon. Mais on peut reconstituer, donc, enfin, pas mais on peut reconstituer des variations climatiques quaternaires au niveau local. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que depuis 2,6 millions d'années à peu près, donc, allez, on estime que le quaternaire a commencé à peu près il y a 2,6. Donc ce climat a été caractérisé par des alternances de périodes froides et de périodes chaudes. Donc tout à l'heure, on a dit, période froide, on parle de période glaciaire, et période chaude, on parle de période interglaciaire, où les températures étaient relativement clémentes. Et la dernière période glaciaire a eu lieu il y a donc entre 120 000 ans, moins 120 000 ans, et 11 000 ans. Et le maximum glaciaire, c'est-à-dire la période, alors c'est pas un instant précis, hein, c'est une période en fait où il y a eu le plus grand froid, c'était il y a 20 000 ans. Et à ce moment-là, le nord de l'Europe et les Alpes étaient recouverts d'une calotte de glace très épaisse, et de ce fait-là, puisque l'eau a été prise dans les glaces, eh bien, le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Et on peut considérer que c'était à peu près 120 mètres plus bas
que ce qu'il est actuellement, ce niveau de la mer. Alors évidemment, ces reconstitutions, ces modèles que l'on fait suite à des raisonnements dus à ce que l'on voit, c'est-à-dire à l'empirisme en fait, eh bien, sont basés sur le principe d'actualisme qui postule que dans le passé, les processus se faisaient de la même façon qu'actuellement. Donc, les scientifiques ont pu chercher des indices géologiques qui pouvaient nous révéler les climats du passé, du moins en faire des hypothèses très fortes. Donc, actuellement, et comme dans le passé, la glace façonne les paysages et on a actuellement donc des glaciers qui nous montrent qu'il y a des vallées à fond plat, globalement en forme de U, des moraines et des blocs erratiques. Et donc, ça veut dire que si on trouve avec des glaciers ce que l'on trouve actuellement, et si l'on trouve ailleurs, par exemple des vallées à fond plat, des restes moraines et des blocs erratiques, mais qu'il n'y a pas de glaciers, ça veut dire qu'il y avait des glaciers autrefois. Donc ce sont des indices qui nous permettent, donc des indices géologiques, qui nous permettent de dire à tel ou tel endroit, il y avait des glaciers. Et c'est ce qui se passait il y a 20 000 ans. Il y avait des glaciers là où il n'y en a plus maintenant. Il y a également la possibilité de travailler sur des indices paléoécologiques. Écologie, vous savez ce que c'est, hein, écologie. Il y a la biocénose et le biotope. La biocénose, ce sont les êtres vivants. Le biotope, c'est l'environnement, avec ses paramètres physiques, chimiques, etc. Et quand on dit paléo, c'est dans l'ancien temps. Donc quand on parle d'indices paléoécologiques, on parle d'indices qui se sont mis en place il y a longtemps, autrefois. Donc ces indices permettent aussi de reconstituer certains climats locaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des traces que la faune et la flore vont pouvoir laisser sur la période à laquelle on travaille. Donc ça veut dire qu'on peut avoir eu des climats locaux et il peut y avoir eu des changements locaux également de ce climat. Donc on a bien, par exemple, des pollens qui sont utilisés. Donc on a les pollens actuels de nos arbres actuels, mais on a des pollens également qui sont fossilisés, donc qui ont été fabriqués par la végétation, qui sont tombés et qui se sont trouvés fossilisés pour X raisons. Et ces pollens fossilisés permettent de reconstituer l'évolution de la végétation et donc l'évolution du climat au cours du temps. En prenant des pollens sur une carotte à différentes profondeurs et dont on connaît l'âge, on peut se dire si l'on trouve tel pollen ici, il y avait tel arbre ou telle végétation. Si on remonte un petit peu plus haut dans le temps, il y avait d'autres pollens qui peuvent mettre en avant d'autres végétaux. Et comme les végétaux poussent selon des climats bien précis, on met en avant tel ou tel biome. Bon, donc climat tempéré ou climat boréal, etc. C'est ça un biome. Hein. Bon. Il y en a une douzaine à peu près. Alors, en parallèle aux pollens fossilisés qui nous apportent des indices très importants, on peut avoir pour des périodes plus récentes, on peut avoir des études de peintures rupestres. Par exemple, comme des peintures de la grotte Chauvet ou à Lascaux. Bon, ça veut dire que les peintures qui ont été faites représentent des êtres vivants, des animaux qui vivaient à l'époque et qui peuvent très bien avoir disparu aujourd'hui à l'endroit, par exemple, où se trouve la grotte Chauvet. Mais ça voulait bien dire que si les hommes préhistoriques ont dessiné ces êtres vivants, ça veut dire qu'ils existaient à leur époque. Ils n'ont pas inventé, ça existait. Donc ça nous informe sur la faune qui a été côtoyée par l'homme et donc sur le climat et les évolutions du climat à telle ou telle période. Donc on a bien au final des archives glaciaires également. Pourquoi ? Parce que on a des carottes glaciaires qui peuvent être faites sur des profondeurs très importantes et qui permettent, donc ces carottes glaciaires qui permettent grâce à des thermomètres
isotopique, on va dire, donc basé sur la mesure des proportions des isotopes de l'oxygène. Donc on peut calculer ce que l'on appelle le delta O18. Alors on peut calculer également le delta D, grand D, donc de l'hydrogène, c'est-à-dire du deutérium. Donc je répète que les carottes glaciaires permettent, grâce à des thermomètres basés sur la mesure des proportions isotopiques de l'oxygène, delta O18, admettons, donc dans l'eau, de la glace, permettent de reconstituer, ces carottes glaciaires avec cette mesure du delta O18, donc permettent de reconstituer l'évolution de la température globale depuis 800 000 ans. Alors, pourquoi? Parce que la composition isotopique des précipitations dépend de la température locale. Donc ça veut dire que plus il fait froid, par exemple, plus le delta O18 des précipitations va être faible. Ça veut dire que quand le delta O18 diminue, si on mesure à tel endroit de la carotte glaciaire que le delta O18 a diminué, ça voulait dire que la température a diminué. Et on peut associer telle ou telle valeur du delta O18 à telle ou telle température. Donc ça veut dire que on fait une carotte glaciaire, voilà, et puis on calcule les delta O18 à différentes profondeurs de cette carotte, et on déduit quoi? On déduit la température. Et on peut faire ça jusqu'à 800 000 ans à peu près. Donc ça veut dire que plus il fait froid, plus le delta O18 est faible. Et plus il fait chaud, plus le delta O18 est fort, est important. Et puis ce delta O18 peut également être mesuré dans des sédiments océaniques carbonatés. Et on peut reconstituer l'évolution de la température de l'océan au-delà de 800 000 ans. Mais ça veut dire que là, à ce moment-là, lorsque le delta O18 des carbonates océaniques augmente, ça voulait dire que la température diminuait. Donc c'est l'inverse par rapport à tout à l'heure. Donc dans les carottes glaciaires, si le delta O18 diminue, c'est que la température diminue. Mais dans les carbonates des océans, si le delta O18 diminue, ça veut dire que la température la température globale du globe augmentait. C'est le contraire. Donc attention à ne pas se tromper. Donc ces mesures des delta O18, soit dans les carottes polaires, les carottes glaciaires on va dire, soit dans les carbonates océaniques, permettent de mettre en évidence l'alternance de 8 périodes glaciaires et interglaciaires sur les derniers 800 000 ans. Donc c'est pas compliqué, 800 000 ans. Alors, quelle est l'origine de ces variations climatiques quaternaires? Puisqu'il y a des variations climatiques, on en met 8 sur 800 000 ans. C'est ce qu'a proposé Milankovitch, la théorie astronomique du climat, qui est un modèle qui est admis actuellement pour expliquer les cycles glaciaires et interglaciaires que l'on a subis ou que l'homme a subis au quaternaire. Parce que n'oublions pas que le quaternaire, c'est pour marquer l'évolution de l'homme. Donc ça veut dire que l'homme a subi ces variations et ces cycles glaciaires interglaciaires. Alors, donc cette théorie astronomique du climat, elle repose sur des variations périodiques de paramètres orbitaux en relation avec la Terre, évidemment. Ces paramètres sont l'excentricité de l'orbite terrestre, c'est-à-dire le fait que l'orbite est ronde ou plutôt elliptique, l'obliquité et la précession de l'axe de rotation. Donc ça veut dire que ellipse, la Terre tourne autour du Soleil, et à certains moments, elle sera peut-être plus proche du Soleil qu'à d'autres. Et puis les hémisphères nord ou sud, du fait que l'axe, que l'obliquité n'est pas la même, ça veut dire que au pôle nord ou au pôle sud, on pourra recevoir plus ou moins de chaleur selon la position de l'hémisphère nord ou sud. Et sans compter qu'en même temps, un peu comme une toupie, l'axe
va tourner sur lui, va tourner en fait, et faire en sorte qu'on va définir ce que l'on appelle une précession de l'axe de rotation. Et donc, ces variations périodiques des paramètres orbitaux se répètent avec des périodes de 100 000 ans, 40 000 ans et 20 000 ans. Donc ça veut dire que ça coïncide avec les variations climatiques. Donc cette théorie astronomique est assez intéressante parce que ces paramètres orbitaux, excentricité, obliquité et précession, qui se répètent avec des périodes de 100 000, 40 000 et 20 000 ans, coïncident bien avec des variations climatiques reconstituées à partir des thermomètres isotopiques. Donc ça veut dire qu'à partir d'empirisme, entre guillemets, de raisonnement empirique, on a des modèles qui sont relativement fiables, basés sur des hypothèses qui sont elles-mêmes relativement fiables. Mais qui dit hypothèse dit toujours vérification éventuelle, qu'il n'y ait pas d'autres paramètres qui interviennent et que l'on aurait oublié ou que l'on n'aurait pas vu à l'époque où le modèle est proposé. Donc c'est en modifiant la puissance solaire reçue à la surface du globe que ces petites variations astronomiques modifient l'équilibre thermique de la planète et font en sorte que sur la Terre, il y a plus ou moins de chaleur qui arrive, qui est captée en tout cas. Donc on a ce que l'on appelle des boucles de rétroaction positive et négative qui permettent d'expliquer l'ampleur des changements climatiques et la rapidité des entrées et sorties de glaciation. Donc deux choses concernant ces boucles de rétroaction positive et négative. Premièrement, la formation de glace augmente l'albédo terrestre. L'albédo, c'est le pourcentage d'énergie reçue en quelque sorte et puis réémise. Si par exemple vous prenez une surface blanche, le rayonnement solaire arrive sur la surface blanche mais ne passe pas dans la surface blanche. Il n'y a que une réflexion, donc on aurait 100%, l'albédo serait à 100%. Et donc ça veut dire que s'il n'y a pas de captage de chaleur, l'albédo à 100% fait que la surface va rester froide. Et le froid engendre le froid. Donc on a bien la formation de glace qui est blanche, évidemment, qui va augmenter l'albédo terrestre. Les sols de ce fait-là, comme je vous ai dit, vont absorber moins de chaleur et ces sols vont se refroidir. Et ce qui va favoriser l'extension de surfaces glacées. Et le refroidissement va alors être amplifié et inversement, lorsqu'il y a une fonte d'une partie de la glace, ça permet de diminuer l'albédo. Pourquoi ? Parce que plus de chaleur va être captée au niveau de la Terre à ce moment-là. L'albédo ne sera pas de 100%, mais par exemple de 80%. Donc il y a quand même 20% de chaleur qui sera absorbée. Donc si l'albédo terrestre diminue, ça veut dire qu'on va avoir un réchauffement. Et ce réchauffement peut accélérer lors d'une sortie de glaciation. Parce que c'est plus facile de réchauffer la planète, donc d'entrer en période interglaciaire, que d'entrer dans une période glaciaire. Alors, deuxième chose concernant ces boucles de rétroaction positive et négative, c'est lors de l'entrée en glaciation, le refroidissement de l'océan va entraîner une augmentation de la solubilité du CO2. Le CO2 est plus soluble dans l'eau lorsqu'il fait froid. Il suffit de se souvenir que lorsque l'on met une bouteille de cidre, par exemple, ou du coca au froid, les bulles de gaz ont tendance à moins s'échapper. Par contre, si vous secouez ou vous chauffez cette bouteille de coca, admettons, ou cette bouteille de cidre, ou ce que vous voulez, une bouteille d'eau gazeuse, ça veut dire que si vous chauffez, les gaz vont sortir rapidement. Bon. Donc ça veut dire que plus il fait froid, plus le CO2 des eaux océaniques va être soluble, et plus il fait chaud, moins il sera soluble. Alors plus il est soluble, évidemment, moins il y en a dans l'atmosphère. Plus il est soluble dans l'eau, moins il y en a dans l'atmosphère, et vice-versa. Donc cela va provoquer la diminution de la teneur atmosphérique en CO2, donc si le froid persiste et si le CO2 se dissout plus, en fait. Donc on va avoir une baisse de la température d'effet de serre
ce qui va augmenter le retour de ce qui va augmenter en retour donc la solubilité de CO2, et cette boucle va s'amplifier et va amplifier le fait que il y a un refroidissement qui s'auto-amplifie en fait. Et le phénomène inverse se produit également, évidemment. Alors, on avait dit donc qu'il y avait des variations climatiques à l'échelle des temps géologiques. Mais comment est-ce qu'on peut reconstituer les climats qui sont très anciens, plus anciens en tout cas que 800 000 ans? Donc là, on a compris pour les périodes récentes jusqu'à 100 000 ans qu'il y a des paramètres qui interviennent, il y a des indices géologiques et paléontologiques qui nous intéressent. Mais si on veut remonter plus loin, comment est-ce qu'on peut reconstituer des climats qui sont beaucoup plus anciens que 800 000 ans? Eh bien, il y a des méthodes indirectes, notamment l'étude de formation géologique, qui vont permettre de reconstituer une position et une étendue de paléoceinture climatique. Donc ce sont des méthodes indirectes qui permettent de reconstituer donc, ces climats très anciens. On a par exemple des bauxites et latérites, donc qui sont des roches qui sont riches en aluminium et en fer, qui vont résulter de l'altération poussée des roches, et les charbons issus de l'enfouissement rapide de matière végétale vont témoigner d'un climat chaud et humide. Donc voilà, on a bien des méthodes indirectes qui nous permettent de déterminer les climats. Et on a également des évaporites qui peuvent être formés par évaporation de l'eau de mer, qui vont témoigner d'un climat chaud et aride, par exemple. Donc, troisième chose, on peut avoir également des tylites qui vont témoigner, elles, donc ce sont des roches de dépôts glaciaires qui vont être caractéristiques d'un climat froid, d'un climat très froid. On peut étudier, et on étudie, les isotopes de l'oxygène au niveau des sédiments océaniques, donc on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, qui vont également offrir la possibilité d'estimer les paléotempératures. Alors concernant cette teneur en CO2 atmosphérique, eh bien, il y a de nombreuses méthodes que l'on peut combiner entre elles pour obtenir une estimation indirecte qui vont compléter les estimations directes. Alors, par exemple, donc on va en donner 3, ça peut être l'abondance des stomates à la surface des feuilles fossilisées, et cette abondance des stomates, elle est corrélée avec celle du CO2 atmosphérique de l'époque. Ça veut dire que on prend une feuille par exemple de ginkgo biloba, on regarde sous la feuille, on compte le nombre de stomates. S'il y a beaucoup de stomates, ça veut dire très certainement que l'atmosphère était pauvre en CO2. Et la feuille compense cette pauvreté en CO2 en fabriquant entre guillemets beaucoup de stomates. Ce sont des cellules qui s'ouvrent ou qui se ferment et qui permettent à l'atmosphère d'entrer dans la plante. Donc ces stomates sont des ouvertures, ce sont des portes d'entrée de l'air. Et dans cet air, il y a du CO2. À côté de cet air-là, donc de cette atmosphère dans la feuille, il y a des cellules qui vont faire la photosynthèse, donc qui vont capter le CO2, faire la photosynthèse et produire de la matière organique. Et si l'atmosphère, au contraire, est très riche, l'atmosphère extérieure à la feuille est très riche en CO2, il y a besoin de moins de stomates pour faire pénétrer la même quantité d'air et donc de dioxyde de carbone nécessaire à la photosynthèse. Donc voilà, donc des mesures indirectes pour voir les températures du passé, les climats du passé en tout cas. Donc l'abondance des stomates à la surface inférieure des feuilles fossilisées évidemment, qui vont nous permettre de corréler le nombre de stomates avec la température, avec la quantité de CO2 atmosphérique extérieure à la feuille. Deuxième mesure indirecte qui permet de reconstituer des climats du passé, de confirmer en tout cas les modèles directs, c'est l'étude des roches détritiques et des roches sédimentaires carbonatées, qui vont nous renseigner sur l'importance de l'altération des roches continentales qui vont consommer du CO2, puisqu'on avait dit que
si on prend l'exemple des roches, dans les roches, il y a des plagioclases, donc qui sont des minéraux plutôt blancs, eh bien, ces plagioclases vont être dégradées. Eh bien, cette dégradation demande la présence au cours de cette réaction chimique donc de CO2 et de H2O. Donc il y a une hydrolyse et en même temps, le CO2 intervient pour dégrader le minéral. Il en résulte la formation d'argile, donc de kaolinite, d'argile sous forme kaolinite, avec libération d'ions Ca2+, et HCO3-, qui eux vont pouvoir précipiter entre eux sous l'action de différents êtres vivants, par exemple les coccolithes ou les foraminifères, et puis faire en sorte que ce carbonate de calcium soit leur petite maison, entre guillemets, et donc ça permet, enfin pas ça permet, mais ça fait en sorte qu'il y a moins de... Alors, ce que je vais vous dire avant de vous dire qu'il y a moins de CO2, il faut voir que la précipitation du calcium et de HCO3- pour former une molécule solide, donc le carbonate de calcium, libère en même temps du CO2 et de l'eau. Mais la quantité de CO2 libérée par cette réaction ne compense pas la quantité de CO2 utilisée pour dégrader les plagioclases. Donc ça veut dire qu'à très très grande échelle, lorsqu'il y a des montagnes ou des roches, à très grande échelle, c'est globalement utilisation de CO2 à très grande échelle, en très grande quantité, et donc diminution de CO2 de l'atmosphère, et donc tendance au froid, puisque le CO2 est un gaz à effet de serre. Donc concernant ces mesures indirectes qui complètent ces mesures directes, on a bien dit que l'étude des roches détritiques et des roches sédimentaires carbonatées vont nous renseigner sur l'altération chimique des roches continentales consommatrices de CO2, et donc il y en aura moins dans l'atmosphère et donc plus de froid. Et troisièmement, on se base également comme mesure indirecte sur la reconstitution des vitesses d'expansion des fonds océaniques qui permettent d'estimer les quantités de CO2 libérées par l'activité magmatique des dorsales. Donc ça nous permettait de comprendre et ça nous permettra de comprendre qu'au Crétacé, en fait, on avait une activité volcanique très importante et donc une libération très importante de CO2 dans l'atmosphère qui contribuait à réchauffer la planète du fait de l'effet de serre. Alors, sachant cela, sachant donc ces possibilités à l'échelle des grands temps géologiques au-delà de 800 000 ans, et sachant que l'on cherche à reconstituer les climats anciens, et on a vu qu'il y avait des indices indirects et des indices directs, alors directs puis indirects, qui se complétaient en fait les uns les autres. Donc ça permettait de définir au Cénozoïque un refroidissement, un climat très froid, axé surtout sur 300 millions d'années. Donc le Cénozoïque correspond à la dernière grande ère géologique couvrant les 65 derniers millions d'années. Donc il y a eu une brève période chaude, mais à partir de il y a 50 millions d'années, on a eu un refroidissement progressif qui a abouti aux glaciations du Quaternaire. Donc Quaternaire, on a dit moins 2,6 millions d'années en arrière. Donc deux modèles sont encore un petit peu discutés malgré tout, mais ils ont été proposés pour expliquer ce refroidissement. Alors, à prendre avec subtilité pour réfléchir. Donc deux modèles. Alors, le premier de ces modèles fait le lien entre la tectonique des plaques et le cycle géochimique du carbone. Alors, tectonique des plaques, ce sont des plaques qui se déplacent. Il y a une douzaine de plaques à la surface de la Terre. Elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Et donc, en relation avec le cycle géochimique du carbone, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les orogénèses, c'est-à-dire la formation des chaînes de montagnes, donc provoquées par la réunion de blocs continentaux, ont donné naissance à des chaînes de montagnes, dont par exemple les Alpes et l'Himalaya. Donc des chaînes de montagnes qui sont très très hautes. Et évidemment, lorsque ces chaînes de montagnes se forment, il y a tout de suite, dû aux conditions climatiques, dû à l'eau également qui va aller du haut vers le bas, donc une altération, une érosion, et donc cette altération des chaînes de montagnes
donc de ces roches silicatées, des reliefs montagneux, eh bien c'est un mécanisme qui va piéger, cette altération est un mécanisme qui va piéger du CO2 et c'est ce mécanisme qui aura entraîné une diminution du CO2 atmosphérique, donc diminution de la teneur, et donc un effet de serre moins important qui provoque de ce fait-là un refroidissement. Alors, bon, c'est une hypothèse. Selon le second modèle, on fait le lien entre la tectonique des plaques et la modification de la circulation océanique, avec globalement des courants froids qui sont majoritaires par rapport aux courants chauds, et donc on aurait eu, au Cénozoïque, un avantage des courants froids par rapport aux courants chauds qui aurait fait que la température a diminué. Donc il y a eu fermeture d'un vaste domaine océanique qui était centré sur l'équateur et qui aurait provoqué la disparition d'un courant chaud intertropical. Donc ce qui a joué un rôle de pompe à chaleur pour le globe. Donc ça veut dire que, à l'inverse, on peut raisonner de la même façon, mais à l'inverse, c'est que l'isolement du continent antarctique aurait permis la formation d'un courant froid. Et un courant froid circumpolaire, ce qui aurait favorisé la formation de la calotte polaire sud dès moins 30 millions d'années à peu près. Donc on avait à ce moment-là une immense surface qui était gelée et qui aurait participé au froid, au refroidissement en tout cas, par effet albédo. Sachant que l'albédo, ça correspond, on l'a déjà dit, à la quantité d'énergie solaire qui va être réfléchie en fin de compte. L'albédo est à 100% lorsque l'on a des calottes polaires. Ça veut dire qu'aucune énergie solaire n'est captée par le sol, puisque l'énergie est renvoyée. Donc ces deux modèles ne sont pas exclusifs, ils ont concouru au même effet climatique, on peut assembler les deux. Ça veut dire qu'on peut avoir un regroupement de masse continentale qui peut faire deux choses. D'abord, donc ça correspond à l'orogenèse, et puis on a à ce moment-là une altération des roches silicatées au niveau, donc ça veut dire que les reliefs vont être modifiés, les roches vont subir l'érosion, l'altération puis l'érosion. On aura une diminution de la teneur atmosphérique en CO2 parce que le CO2 doit être présent pour l'altération, et donc on a une diminution de l'effet de serre et donc un refroidissement global. Et dans la deuxième hypothèse, si l'on fait intervenir la circulation océanique, ça veut dire qu'on aurait formation de calottes glaciaires dues à des modifications des courants chauds et froids, et on aurait un effet rétroactif de l'albédo, et puis on pourrait avoir de ce fait-là, alors dû à l'albédo, on aurait un refroidissement global, mais un effet rétroactif, on pourrait avoir également formation de calottes polaires. Donc ça veut dire qu'on peut aller dans les deux sens en fait. Donc là, on a compris à peu près pour la période du Cénozoïque. Si on remonte un petit peu plus loin, le Crétacé, on sait que ça a été une période chaude. Alors on en a parlé, mais là on répète un petit peu en affinant un petit peu les choses. Donc le Crétacé, lui, ça va de moins 135 millions d'années à moins 65. Parce qu'à partir de moins 65, c'est plutôt le Cénozoïque. Alors, donc le Crétacé, qui s'étend de moins 135 à moins 65 sur la fin de l'ère mésozoïque, plutôt. Donc on peut reconstituer des paléoceintures climatiques, ce qui va montrer un développement de climat chaud à des latitudes élevées, donc ça veut dire au niveau des pôles, et l'absence de dépôts glaciaires. Il n'y a pas de dépôt glaciaire. Donc ça c'est intéressant quand on raisonne par rapport à l'albédo et par rapport au CO2 qui va se dissoudre dans l'eau, mais là qui va moins se dissoudre, donc il sera plus émis à l'extérieur. Bon, alors quand je dis intéressant par rapport à notre raisonnement. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le Crétacé période chaude, ça veut dire qu'on arrive à comprendre pourquoi. Eh bien, donc le climat global du Crétacé était donc chaud. Alors, pourquoi chaud? On l'a dit, on va parler de dorsale océanique. Donc on a parlé d'études de l'indice stomatique, on peut le refaire aussi, elle est corrélée à d'autres méthodes. Donc indice stomatique, s'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère,
il y aura moins de stomates. Et vice-versa. Mais là, comme on est dans une période chaude où il y aurait plus de CO2 dans l'atmosphère, donc les feuilles posséderaient moins de stomates. Parce qu'il y a besoin de moins de stomates pour faire pénétrer suffisamment de CO2 dans l'atmosphère de la plante, pour faire ensuite la photosynthèse. Alors, donc on peut corréler ces indices stomatiques avec d'autres valeurs, mais on montre bien en tout cas qu'il y a une teneur élevée en CO2 dans l'atmosphère qui a entraîné un effet de serre important. On le déduit d'après la quantité de stomates. Alors, donc la principale hypothèse qui peut expliquer ce taux élevé de CO2 atmosphérique au Crétacé, ce serait l'accrétion qui se passe au niveau des dorsales océaniques. Ça veut dire un volcanisme très très important qui libère du CO2. Parce que le CO2 fait partie des gaz qui sont piégés en fait dans le magma. Et lorsque le magma remonte vers la surface, ces gaz vont s'échapper. Donc il s'agit d'une période de séparation de masse continentale, puisque les plaques se forment au niveau des dorsales océaniques. On avait parlé de ça dans d'autres cours. On est dans dans une zone de divergence. Donc zone de divergence avec remontée de matériel qui vient des profondeurs, avec libération en même temps de CO2. Donc séparation des masses continentales avec l'ouverture notamment de l'océan Atlantique et un taux d'expansion océanique particulièrement élevé, donc une quantité de CO2 particulièrement importante. Et enfin, si on va un petit peu plus loin dans le temps, on arrive au Carbonifère permien. C'est une période qui s'étend de moins 360 à moins 250 millions d'années. Alors, il existe d'autres périodes entre le Crétacé et le Carbonifère permien. Mais là, on n'en parle pas. Donc, glaciation Carbonifère permien s'étend vers donc entre moins 360 et moins 250 millions d'années. Le Carbonifère et le Permien occupent la fin de l'ère paléozoïque. En Europe, il y a formation de grands gisements de charbon. Durant le Carbonifère. D'où le nom de Carbonifère, carbone, charbon. Le charbon, c'est quoi? C'est du carbone, en gros, quoi. Donc, les grands gisements de charbon durant le Carbonifère témoignent d'un climat chaud et humide. Mais la région est alors située en zone équatoriale. Et la reconstitution de paléoceintures climatiques montre au contraire un climat global particulièrement froid. Donc ça veut dire que c'est comme si on avait la France, par exemple, qui était dans un climat chaud et humide, et puis le reste du monde était dans un climat froid. Bien simplement parce qu'au niveau local, la France, due à la tectonique des plaques, était située plutôt au niveau de l'équateur où on avait un climat plutôt chaud et humide. Donc on avait parlé de Montceau-les-Mines, l'exemple de Montceau-les-Mines. Donc si on reconstitue les paléoceintures climatiques, on a, donc si on compare par rapport à la France qui était en zone équatoriale chaude et humide, eh bien on a globalement autour de la Terre, donc, enfin dans l'ensemble de la Terre, du globe en tout cas, une atmosphère plutôt froide. Donc on avait un climat global particulièrement froid. Et on a un ensemble d'indices qui montraient qu'à cette époque, le taux de CO2 atmosphérique était très bas. Très bas. Et plusieurs causes peuvent expliquer ce climat froid. Alors on va en citer 3. L'altération d'abord de la chaîne hercynienne, qui était située au niveau de l'équateur, donc en climat chaud et humide. Et n'oublions pas que l'altération de la chaîne hercynienne correspond à la dégradation des roches et des minéraux qui sont dans les roches, avec consommation excessive de CO2. CO2 nécessaire à la transformation chimique. Par exemple, je prends chaque fois l'exemple des plagioclases, mais il n'y a pas que les plagioclases. La dégradation des plagioclases demande la présence de CO2 et d'eau, d'hydrolyse, pour former de l'argile, libérer du CA2+, et des ions hydrogénocarbonates qui ensuite vont pouvoir réagir, ces CA2+, et ions hydrogénocarbonates, grâce aux coccolithes, enfin,
grâce, oui, aux coccolithes, on va dire ça, et aux foraminifères qui vont construire leur test calcaire pour former justement un habitat stable pour eux, mais bon. Et ça libère du CO2. Mais la réaction globale, c'est plutôt la consommation de CO2. Quand on considère l'ensemble de ces deux réactions chimiques, c'est plutôt consommation de CO2 importante. Donc moins de CO2 dans l'atmosphère automatiquement, et donc un climat qui est beaucoup plus froid. Donc je vous disais, plusieurs causes peuvent expliquer ce climat très froid au Carbonifère permien. Je répète, parce que je discute pas mal entre deux. Donc premièrement, altération de la chaîne hercynienne qui est située au niveau de l'équateur, donc en climat chaud et humide. Deuxièmement, fossilisation de grandes quantités de matière organique par enfouissement de matière végétale. Donc, enfouissement de matière végétale qui vont piéger le carbone sous forme de charbon dans des bassins sédimentaires en périphérie de la chaîne hercynienne. Et de ce fait-là, tous les végétaux qui sont enfouis, ce ne sont pas des végétaux qui servent à libérer du CO2. Si on brûle par exemple du bois ou de l'herbe, du foin ou n'importe quoi, on a bien de la matière organique qui se transforme en CO2 qui est libérée dans l'atmosphère. Eh bien, s'il y a une fossilisation importante de matière organique, c'est autant de carbone qui aurait pu être sous forme de CO2 qui n'est pas libéré. Et donc ça incite au refroidissement, puisqu'il y a moins de CO2 dû à l'enfouissement des grandes quantités de matière organique. Bon. Et troisième chose qui va faire qu'il y a une glaciation au Carbonifère permien, c'est la modification de la circulation océanique et atmosphérique également, qui sont dues à la formation d'un supercontinent que l'on appelle la Pangée et qui favorise la formation d'une vaste calotte glaciaire dans l'hémisphère sud. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour dans ce bilan numéro 2, qui est peut-être préférable au bilan numéro 1 que je vous ai fait dans une autre vidéo, peut-être plus facile à comprendre, parce que peut-être expliqué d'une façon différente qui est plus logique. Enfin, l'autre était logique aussi, mais je pense que si vous avez à choisir entre le bilan numéro 1 et le bilan numéro 2 de cette compréhension des climats passés à travers ces variations climatiques passées, vaut mieux choisir le bilan numéro 2. Voilà, donc on a vu variations climatiques pendant le Quaternaire avec les climats récents. On a pu reconstituer des variations climatiques quaternaires au niveau local. On a pu également montrer qu'il y avait des archives glaciaires et on a essayé de déterminer l'origine des variations climatiques quaternaires. Avant d'aborder les variations climatiques à l'échelle des temps géologiques, dans cette étude, nous avons pu reconstituer des climats très anciens en prenant des exemples de refroidissement au Cénozoïque, de réchauffement au Crétacé et de refroidissement au Carbonifère permien. Donc là, Cénozoïque, c'est pas très loin de nous, refroidissement global. On arrive au Quaternaire avec des cycles de refroidissement-réchauffement. Dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. On va vers une période glaciaire, mais sur une petite période de temps, l'homme rejette un excédent de CO2 qui va s'ajouter à l'effet de serre naturel, enfin l'effet de serre qui se rajoute dû à ce degré Celsius, se rajoute en fait à l'effet de serre naturel, qui est d'à peu près une trentaine de degrés, 33 à peu près, et ce 1 degré de plus fait que l'homme contribue à réchauffer la planète sur une petite échelle de temps, mais sur la grande échelle de temps, sans doute qu'il ne pourra pas contrer la glaciation qui nous attend. Le cours est terminé. Merci. C'était long.